Bon, eh bien, on va commencer. Bonjour à tous et toutes et à toutes, selon la formule consacrée. Donc, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette 14e édition des Journées de méthodologie statistique de l'INSEE. Cette édition est exceptionnelle à de nombreux égards. D'abord, elle a été, et c'est l'essentiel, profondément affectée par la pandémie de Covid que vous connaissez. Initialement, cette édition était prévue en 2021, à l'occasion des 30 ans des JMS qui ont été fondés en 1991 par Jean-Claude Deville. Lors de la dernière édition des JMS, en juin 2018, j'avais fait le discours de clôture et j'avais dit, excusez-moi de m'auto-citer, dans 3 ans, le 13 mars 2021, il y aura 30 ans que les JMS ont été inventés par leur père fondateur, à moins d'événements contraires, ou si une forte demande s'exprimait pour qu'il y ait davantage de JMS, ça pourrait être, donc le 13 mars 2021, une belle occasion de nous retrouver pour la 14e édition des JMS. Qui aurait pu penser à ces événements contraires qui nous ont empêchés de faire les JMS en 2021 ? Je ne suis pas prévisionniste ni devin, je ne pouvais pas le savoir. Donc cette édition, elle a été entachée de fortes incertitudes. On l'a lancé, le directeur général de l'INSEE l'a lancé en février 2021. Nous avons vécu des hauts et des bas en permanence. Au printemps, on s'est dit, bon, ça ira peut-être mieux. En septembre, vous vous en souvenez sans doute, la pandémie s'améliorait, enfin, reculait, disons. Puis en décembre, on a été à nouveau très pessimiste. En janvier, on a été très inquiet. En février, on a repris un peu espoir. En mars, on s'est dit, allez, ça, on y va. Et puis fin mars, bon, on voit que le Covid reprend un petit peu. Alors on a failli ne pas faire solde de tout compte de tous les restes de la pandémie. On a failli ne pas avoir d'accueil. On a failli ne pas avoir de cocktail. On a failli être obligé de contrôler les passes vaccinaux. Heureusement, tout cela a disparu. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, et je crois que tout le monde est content que l'on puisse se retrouver aujourd'hui dans cet environnement. Donc cette édition est aussi exceptionnelle parce que c'est l'édition du trentenaire, même si c'est 31 ans, des JMS qui ont été inventés, mis en place par Jean-Claude Deville. Ironie de la destinée, si les JMS avaient eu lieu en 2021, Jean-Claude aurait peut-être encore été parmi nous. Malheureusement, il est décédé en octobre 2021 et la session d'après sera consacrée à sa mémoire, ainsi qu'une session échantillonnage qui aura lieu dans le reste du programme. Crise oblige, c'est aussi la première fois que nous faisons une retransmission vidéo des JMS. Ça a été un enjeu et un défi majeur à une époque où, certes, depuis 2 ans, la plupart des professionnels de tous les secteurs ont l'habitude maintenant de faire des réunions en distanciel avec Zoom. Mais là, c'était un peu plus compliqué et je dois remercier infiniment l'équipe de l'UCAT, l'unité de coordination des activités tertiaires, et Cécile, à mes côtés, transversale, pardon, oui, excuse-moi, transversale, Cécile et Catherine, qui est quelque part dans la salle, qui aussi, avec l'aide de Pascal Hardy, ont mis au point le système de visioconférence en mode webinaire. Mais pour y arriver, ça a été dur. D'abord, on a oscillé entre plusieurs options. Au début, il y avait des personnes qui disaient « c'est tout présentiel, sinon rien ». C'est-à-dire, sinon rien, si on ne peut pas faire de présentiel, pas de JMS. Il y en a d'autres qui disaient « c'est du tout distanciel, quelle que soit l'évolution de la pandémie. Même si tout va bien, tant pis, on fait du distanciel ». Et puis moi, je disais, bon, le mixte, c'est bien, mais je ne sais pas faire. Je ne sais toujours pas faire. Et donc, il a fallu, je dirais, surmonter des difficultés technologiques extrêmement importantes. Alors, grâce à la visioconférence, des conférenciers lointains, notamment au Canada et à La Réunion, pourront faire leur communication. Et puis, malheureusement, un certain nombre d'orateurs m'ont appelé il y a 2 ou 3 jours pour dire « je suis positif au Covid » ou « je suis cas contact », donc ils feront aussi
leur communication à distance. Alors le programme des JMS, vous l'avez aperçu dans les plaquettes, et j'en profite aussi pour remercier la communication externe qui a conçu les affiches, les plaquettes et toute la publicité numérique. Le programme est très riche avec 100 communications, environ 240 auteurs. Le programme a été bouclé entre le 15 octobre et le 15 décembre, et je remercie aussi le comité scientifique d'avoir sélectionné les communications. Ça a été aussi un travail difficile. Comme vous l'avez vu dans le programme, un certain nombre de communications sont qualifiées d'associées, c'est-à-dire qu'elles sont associées et incluses dans le programme, mais elles ne donneront pas lieu à communication orale, mais elles figurent sur le site et vous pourrez trouver les papiers sans difficulté. L'édition 2022 des JMS est un record avec, à la date du 25 mars, c'est-à-dire vendredi dernier, 862 inscrits, dont 395 en distanciel seulement, et donc le complément 460 et quelques en présentiel ou en mixte. Un regard un peu stéréoscopique sur le programme. On a vu émerger au fur et à mesure qu'on recevait les résumés les nouveautés, les évolutions du programme. Alors Olivier parlera demain après-midi de l'évolution des JMS depuis 30 ans et portera un regard historique sur l'évolution du programme. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'à côté des thèmes traditionnels de la statistique et notamment de la statistique d'enquête, sondage, pondération, non-réponse, des sujets nouveaux ont émergé. Alors, ils sont nouveaux, mais ils ne sont pas forcément nouveaux de cette année. Les données administratives, l'utilisation conjointe de sources de données, les appariements, les données massives, l'intelligence artificielle. Également, de nombreuses études d'économétrie appliquée illustrent le pont nécessaire entre la théorie et la pratique. Les données servent à la connaissance et à l'action publique. Il faut optimiser la qualité des données sur tous les aspects, la collecte, avec notamment le développement du multimode, le traitement des données, l'analyse des résultats. Dans tous ces domaines, la théorie donne des guides. Les échanges internationaux entre les collègues sont extrêmement importants pour identifier les bonnes pratiques. Et en retour, les données suscitent des réflexions qui permettent ensuite d'alimenter la théorie. Alors, de ce point de vue, on ne peut que se féliciter en particulier de l'ouverture croissante des données aux chercheurs, via le centre Ketley ou via le centre d'accès sécurisé aux données, qui donnera lieu à une communication également demain après-midi. Enfin, il y a des sujets d'actualité brûlantes. J'ai parlé de la Covid, et la Covid a suscité des études qui seront également présentées dans une session demain. Et d'une manière générale, la Covid a suscité aussi des adaptations de l'appareil statistique. Le directeur général de l'INSEE a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Enfin, la clôture du programme sera l'occasion d'une réflexion prospective sur le thème de l'horizon 2027, avec une intervention du directeur de la méthodologie d'Eurostat, Emmanuel Baldacci, et en réponse, Sylvie Lagarde, directrice de la méthodologie à l'INSEE, dira comment elle voit les évolutions de la méthodologie à l'aube des 5 prochaines années. En ce semestre de présidence française de l'Union européenne, et au moment où s'achève l'année des 75 ans de l'INSEE, qui fêtera son 76e anniversaire, je pense, le 1er avril, cet exercice prospectif est d'autant plus intéressant et signifiant. Alors, remerciements, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je remercie bien sûr la direction de l'INSEE qui a permis d'organiser cette manifestation et tous les partenaires qui l'ont soutenue, les 2 écoles NSAE et NSAI, l'INED et 8 services statistiques ministériels que vous trouvez au dos de la plaquette. Il n'y en a que 8, non pas que les autres n'aient pas répondu à l'appel, mais tout simplement parce que je ne les avais pas appelés. J'aurais dû le faire. Le comité scientifique qui représentait à la fois l'INSEE, mais aussi un certain nombre de services statistiques ministériels, et notre partenaire et ami, la Société française de statistique, via Aurélie, qui présidera la session de cet après-midi. J'aurai l'occasion, notamment demain, à l'occasion du cocktail, de remercier de manière plus personnalisée tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce colloque, et notamment à toutes les équipes de la logistique, de l'accueil, qui vous ont permis d'avoir les badges et les goodies. Je voudrais terminer par une réflexion personnelle. Le monde actuel
est secoué par des crises majeures, sanitaires, géopolitiques, économiques, écologiques, sociétales. Face à ces crises, la science, la connaissance, le savoir, l'enseignement, l'éducation sont des remparts contre la violence et l'obscurantisme. Ayons bien conscience que nous sommes privilégiés de pouvoir assister aujourd'hui à cette conférence, loin des fureurs du monde, mais sans oublier celle-ci et ceux qui en souffrent. Je déclare ouverte cette édition des Journées de méthodologie statistique et souhaite à toutes et à tous un agréable colloque. Sans transition, nous allons passer à la première session qui est consacrée à la mémoire de Jean-Claude Deville. Je vais continuer à prendre la parole, je m'excuse de la monopoliser. Alors je voudrais dire d'abord à sa famille qui n'est pas là mais qui nous écoute en visioconférence, toute la tristesse que nous avons eue à l'annonce de la mort de Jean-Claude. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ironie du sort, si les JMS avaient eu lieu réellement 30 ans après leur fondation, peut-être Jean-Claude aurait-il encore été parmi nous. Comme vous le savez, il est décédé le 30 octobre 2021. Beaucoup d'émotions à l'INSEE, dans le service statistique public, et aussi parmi ses collègues étrangers, ses collègues canadiens et d'autres collègues européens. À l'annonce de sa mort, nous avons eu beaucoup de messages qui montraient que sur le plan humain et sur le plan intellectuel, il était quelqu'un d'extraordinaire et que sa disparition nous a beaucoup émus. Comme vous le savez, il a créé donc les JMS avec les pères fondateurs Olivier et Dominique en mars 1991. Et je vais reprendre, pour expliciter sa philosophie, je vais reprendre ce qu'il avait écrit à l'époque dans le premier acte, le premier volume qui retrace les actes des journées de méthodologie statistique. Alors il disait « Le premier pari de ces journées était de donner une expansion concrète de la communauté des statisticiens en la rassemblant dans un même lieu pendant 2 jours. Le second pari est de faire sentir aux statisticiens praticiens que les méthodes de la statistique sont utiles pour faire de la statistique. Et le troisième pari était de monter une manifestation de niveau scientifique élevé, quitte à mettre la barre un peu haute. » Alors je pense, sans forfanterie ni fausse modestie, que nous sommes bien dans la lignée de ces paris. Et donc nous avons organisé cette session en son honneur. Comme je l'ai dit, une autre session demain après-midi sera consacrée au développement théorique en échantillonnage et baptisée « Mélange » en l'honneur de Jean-Claude Deville. Quelques éléments sur Jean-Claude. Il était né à Toulouse le 3 mars 1944, fils d'un gendarme et d'une mère au foyer, selon la terminologie en vigueur à l'époque. Il a fait ses études au lycée de Reims, où ses enseignants ont rapidement perçu ses capacités en mathématiques et l'ont encouragé à se présenter à des concours. Il a eu un prix au concours général en mathématiques. Après, parcours classique, lycée Louis-le-Grand, Polytechnique, ENSAE, etc. Alors, il est entré à l'INSEE, mais il aurait rêvé de travailler pour Météo France. Mais il a fait beaucoup de choses à l'INSEE dans des domaines extrêmement différents, notamment, et sans dire tout ce qu'il a fait, en démographie, en sondage. Il a été aussi le père du recensement rénové de la population. À part les mathématiques, les statistiques et l'INSEE, il aimait l'histoire, le jazz, le cinéma, le basket, les échecs. Pour lui rendre hommage, nous avons choisi 5 témoins, représentant différentes générations de statisticiens théoriques ou appliqués dans différentes disciplines, principalement en lien avec la théorie des sondages, mais pas seulement, tant étaient grands et diversifiés ces centres d'intérêt scientifique.
On limite forcément la portée de ces témoignages. Il y a évidemment des tas d'autres collègues qui pourraient témoigner, mais ce sont ceux dans notre univers proche qui pourront mettre en évidence la diversité de sa pensée. Donc ils parleront chacun un peu à la fois de ce qu'ils ont fait avec lui et des tranches de vie qu'ils ont passées avec lui. Pour ma part, je n'ai jamais travaillé directement sous les ordres de Jean-Claude Deville, mais depuis que je suis à l'INSEE, et même avant d'entrer à l'INSEE, d'abord j'avais entendu parler de lui, il faisait un cours de processus aléatoire du second ordre à l'ENSAE, mais on m'avait dit c'est très compliqué, bon, donc j'avais dit tant pis, je n'y vais pas. Après je l'ai utilisé, entre guillemets, comme homme ressource. Un des premiers problèmes que j'ai eu à traiter lorsque je m'occupais de l'enquête de conjoncture auprès des ménages, c'était une demande des communes bretonnes à la suite du naufrage de l'Amoco-Cadix. Et un certain nombre de communes bretonnes voulaient avoir la preuve que l'Amoco-Cadix avait créé un déficit de tourisme à la suite de cette catastrophe. Donc j'avais été consulter Jean-Claude pour lui demander comment est-ce qu'on peut faire. Alors on avait fait un truc, bon, sans critiquer ce qu'avait fait Jean-Claude, je pense que le sujet était très difficile et même qu'il n'y avait pas de réponse possible, donc on avait dû faire une réponse de Normand en disant que peut-être, oui, ça avait un peu influencé sur le tourisme et qu'on ne pouvait pas le mesurer. En gros, c'était ça la conclusion. Après, je l'ai revu pour inventer un mode de tirage de l'échantillon téléphonique de l'enquête de conjoncture auprès des ménages dans l'annuaire papier. À l'époque, il y avait un annuaire papier. Puis après, bon, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, notamment à la division emploi, quand il a travaillé au recensement rénové de la population. Et puis, il a regardé d'un œil critique, parfois positif, parfois un petit peu moins, l'évolution des échantillonnages, lui qui avait travaillé sur la constitution des échantillons mètres de 83 et de 90. Et puis bien sûr, il m'a transmis le flambeau des JMS qu'il avait organisé de 91 à 98, et à la suite de quoi j'ai pris la relève en 2000, mais déjà en 98, les JMS avaient pris un essor et une extension, alors qu'au tout début, c'était une manifestation un petit peu confidentielle qui se passait à l'ENSAE. Je vais maintenant passer la parole aux différents témoins, en commençant, enfin en gros par ordre chronologique de partenariat, et donc le premier, Dominique. Oui, c'est... Très sincèrement, je me serais bien passé de cet exercice. Je connaissais Jean-Claude depuis tellement longtemps que l'idée de parler de lui sans qu'il soit présent est très dérangeante et très éprouvante. Alors, je le connais depuis à peu près 45 ans. Ça commence à remonter. Et lorsqu'il s'est agi de venir, je me suis souvenu un peu, quoi. Alors d'abord, je me souviens que... Oui, ça... Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Alors je me souviens que Jean-Claude aimait Georges Perec et Loulipo. Je me souviens que Jean-Claude aimait la musique, toutes les musiques. Je me souviens qu'il aimait entre autres Bach, Petrucciani. Je me souviens qu'il aimait Brassens, Trenet. Je me souviens aussi qu'il mettait parfois dans ses articles des petits morceaux de chansons. Je me souviens d'un article en particulier. Cet article-là, sorti dans Economia Statistique en 1982, un article avec Edmond Nolot, contenait 2 titres de paragraphes assez étonnants pour un article de statistique. Il y avait écrit, par exemple, « Comme il ne l'avait pas reconnu, on l'appelait l'inconnu », une phrase de Bourvil. Il y avait aussi, un peu plus tard, « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main » de Brassens pour parler du mariage ou des enfants qui étaient conçus hors mariage. Mais alors pourquoi cet article m'est revenu en tête? Ce n'est pas un des articles majeurs de Jean-Claude et pourtant. Alors il m'est revenu en tête pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est sa période pré-sondage. Il est, et vous verrez, enfin, d'ailleurs...
Il y avait une autre dimension chez Jean-Claude qui était très loin des sondages, très très loin. Et puis, parce qu'il parlait de démographie dedans, mais aussi il parlait de saisonnalité. Il parlait un peu de série temporelle. Il y a dans cet article, effectivement, les coefficients saisonniers des naissances hors mariage et dans le mariage. Mais surtout, il m'est revenu en tête parce qu'il parlait de chansons. Et c'est vrai que lorsque Marc m'a demandé d'intervenir là, il m'est venu tout de suite en tête une chanson de Serge Lama, dont le titre va faire en fait le titre de l'exposé, qui n'est pas encore arrivé, et l'esprit de cet exposé. Et bien Jean-Claude, c'était mon ami, c'était mon maître. C'est une histoire un peu de maître Jedi, pour faire plus récent, et encore pas tellement, c'est un peu la même époque. Un maître statisticien et un padawan. C'est une histoire assez commune avec certains d'entre vous ici. C'est-à-dire, on l'écoutait, il m'a dirigé, il m'a montré la voie, une histoire de transmission, une histoire de compagnonnage un peu. Alors tout a commencé bizarrement, il y a 45 ans, tout à côté d'ici, au rue de la Fédération. C'est un jeune attaché qui est au ministère de l'Équipement. Et à l'époque, les revues statistiques circulaient de bureau en bureau, et ce qui permettait de ne pas choisir ce qu'on allait lire, ce qui était une bonne qualité. On lisait un peu tout ce qui nous passait devant le nez. Et un jour m'est arrivé un numéro d'annales de l'INSEE. Je travaillais sur le fichier des permis de construire, et je lis ce truc hallucinant qui s'appelle « Méthode statistique et numérique de l'analyse harmonique ». Pourquoi je le lis ? J'en sais strictement rien. Cet article me dépassait complètement. Complètement. Il y avait une introduction sur les espaces hilbertiens. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui j'y comprendrai encore quelque chose, quoi. Mais en tout cas, c'était brillantissime. Et il y avait à l'intérieur des exemples, beaucoup d'exemples, et notamment le calendrier de constitution des familles. Et moi, benoîtement, je m'étais dit, eh bien, si on fait un calendrier de constitution des familles avec le mariage, le premier enfant, le deuxième enfant, éventuellement le troisième enfant, on doit pouvoir faire le parallèle avec le dépôt d'un permis de construire, l'autorisation, l'ouverture de chantier et l'achèvement des travaux. Puis comme, sincèrement, j'y comprenais pas grand-chose, je suis allé voir Jean-Claude. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Il a été sûrement très gentil, mais m'a fait comprendre que je n'avais pas tout compris. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison. Aujourd'hui encore, j'ai un doute. J'en discuterai avec Gilbert, qui connaît bien ces méthodes. Je pense que j'avais raison, mais il ne devait pas être bien luné. Donc, il m'a un peu renvoyé. Et je n'ai pas appliqué l'analyse harmonique. Mais lui, il a continué là-dedans. Il a cherché vraiment à travailler sur les séries temporelles, ce qu'on a oublié un peu. Mais il a fait vraiment des travaux précurseurs tout à fait étonnants sur l'analyse des données fonctionnelles et l'analyse factorielle. Bien avant l'analyse factorielle dynamique des économètres, bien avant. On est en 74, on est en 75. Donc vous trouverez ces articles-là. Si vous avez des détails techniques, vous êtes intéressé, demandez plutôt à Gilbert Saporta, un autre Master Jedi, qui est là, qui se cache là, mais qui pourra très bien vous raconter toutes ces méthodes assez étonnantes. Et j'ai trouvé, dans les 12e journées de méthodologie statistique, j'ai trouvé une application relativement récente, compte tenu du Covid, donc dans l'antépénultième journée, une application à l'INED de ces méthodes-là. Je vous conseille vraiment, si vous aimez les séries temporelles, d'aller voir ça, c'est fascinant. On ne comprend pas tout, mais c'est fascinant. Deuxième choc, cet article de 83. Là, c'est l'économètre, le statisticien et l'explorateur. Vous avez, sur le début d'un article, 3 noms absolument exceptionnels de la statistique. Vous avez 3 maîtres Jedi incontestables. Vous avez Jean-Claude, vous avez Edmond Malinvaud, l'économètre, et vous avez une citation d'un monsieur qui va beaucoup m'influencer, c'est John Tukey, pratiquement inconnu des statisticiens français. Mais tellement grand monsieur. Donc ces 3-là vont avoir une influence assez forte sur mon trajet de statisticien. D'autant plus que correspond à une deuxième période de la carrière de Jean-Claude, c'est l'explorateur de données.
enfin, c'est pas de la modélisation, c'est vraiment aller chercher des structures, des modèles dans les données, les explorer. Il adorait ça. Et j'ai eu cette découverte-là grâce à Jean-Claude lorsqu'il s'est agi de trouver un groupe de travail de 3e année à l'ENSAE. J'étais rentré à l'ENSAE une année ou deux années avant cette recherche. Alors, on avait fait un petit groupe de 3 mousquetaires qui doutaient vraiment de rien. Et j'avais dit à Nicole Roth, Laurent Vernière, Claude Pierrot, je leur avais dit, écoutez, je connais un peu Jean-Claude, le thème, on s'en fout un peu. Il faut travailler avec quelqu'un de bien, donc on va aller lui demander. Et là, j'ai connu du grand Jean-Claude. Vous savez, tous ceux qui le connaissent savent qu'il avait parfois, n'était pas toujours très accueillant, quoi. Pas toujours. Il avait parfois un caractère bien trempé. Donc la première fois, je me suis fait jeter. Carrément jeté. Mais de son bureau, il devait être mal luné. Je me rappelle très bien qu'il m'a dit, écoute Dominique, t'es gentil, je t'aime bien, mais en 3e année, vous savez rien. Vous êtes nul, vous comprenez rien aux maths, vous comprenez rien aux stats. Vous croyez tout savoir, vous savez rien. Bon, je suis sorti, j'ai fait mon rapport à mes autres mousquetaires, et puis, comme je le connaissais, je me suis incrusté. Je suis retourné 2-3 fois, je pense. Et puis, à un moment donné, il m'a dit cette chose incroyable. Il m'a dit, écoute, Dominique, tu vas pas me lâcher, je le sais bien. Bon, écoute, j'ai un truc, là. J'ai joué au Scrabble avec mes enfants cet été. J'ai relevé tous les scores. On va les analyser. Vous êtes en 3e année de l'ENSAE, ça fait drôle. Ça fait drôle. Et là, en fait, c'était pas drôle du tout. Enfin, c'était pas drôle. Si, on s'est bien amusé, mais on est rentré dans le monde invraisemblable de la robustesse. On est rentré dans le monde des lisseurs robustes, des séries temporelles à la John Tukey, des trucs complètement incroyables qui m'ont complètement aussi bouleversé et qui ont orienté complètement je ne vais pas appeler ça ma carrière, mais ma trajectoire à l'INSEE. Donc on est allé on a même fait un article en sortie de ce groupe de travail, qui n'est pas si fréquent, je pense, sur les séries chronologiques avec Nicole Roth. Alors en guise de conclusion, je voudrais vous dire plusieurs choses. D'abord, j'ai eu la chance, en quelque sorte, d'avoir été le padawan de Jean-Claude. Il m'a très certainement aidé à trouver mon chemin en statistique. Les séries temporelles, le non paramétrique, la robustesse, c'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et très naturellement, je ne l'ai pas suivi lorsqu'il est parti vers les sondages. Ce n'était pas ma route. C'est pas que je n'aimais pas ça, c'est que j'avais trouvé ce chemin et j'ai suivi ce chemin. De Jean-Claude, je garde en mémoire vraiment ce regard pénétrant, ces yeux bleus incroyables et presque affectueux qu'il avait quand il regardait des données. Cette recherche toujours de la méthode qui était à la fois appuyée sur des problèmes, mais aussi sur une méthodologie vraiment implacable. Ça rigolait pas, quoi. Franchement, les maths de Jean-Claude, c'est pas à la portée du premier venu. Et puis, toujours aussi, comme je l'écris, là, cette méfiance bienveillante du modèle. On utilise le modèle, mais en s'en méfiant toujours un petit peu, quoi. Il y a pourtant un domaine où je suis certain de le surpasser, j'ai aucun doute là-dessus. Il avait fait des progrès étonnants pendant ces 20 dernières années et commençait vraiment à avoir un caractère exécrable. Mais de ce point de vue-là, il restera toujours mon padawan à moi. J'ai beaucoup plus mauvais caractère que lui et jamais il arrivera à me rattraper. Merci. Merci Dominique. Le second témoin, Olivier.
Bien, bien, bonjour à toutes et à tous également. Donc, comme Dominique, Jean-Claude et moi, c'est une très longue histoire, une histoire d'amitié et de collaboration professionnelle. Donc, je vais évoquer quelques moments de cette histoire. Alors, j'ai rencontré Jean-Claude en fait à l'ENSAE. J'ai fait mon stage d'élève administrateur entre la deuxième et la troisième année avec lui, parce que j'avais demandé au responsable de stage de pouvoir travailler en démographie là où Jean-Claude travaillait à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. C'est comme ça qu'on a vu qu'on avait pas mal de points communs ensemble, de sujets d'intérêt commun. Et d'ailleurs, Marc les a évoqués tout à l'heure, le basket, le jazz, le cinéma de la nouvelle vague, etc. etc. Après quoi, contrairement à Dominique, j'ai suivi le cours de troisième année sur le processus, les séries, processus aléatoire du second ordre, le nom m'échappait. C'était compliqué, effectivement. Mais enfin, bon. C'était toujours enrichissant d'entendre Jean-Claude. Et je me souviens d'une citation qu'une des personnes présentes à la table a faite à propos de Jean-Claude. Il va du coup pas la refaire. Et il disait, avec Jean-Claude, quelquefois, on ne comprend pas toujours les paroles, mais la musique est belle. Et je trouvais que c'était assez bien vu. Alors, par ailleurs, au long de cette troisième année, j'ai fait un stage, un groupe de travail avec deux autres élèves administrateurs sur les femmes mariées 3 fois. Et il s'agissait d'appliquer, et là je rebondis sur ce que vient de dire Dominique, l'analyse harmonique qualitative que Jean-Claude avait mise au point avec Gilbert Saporta, qu'a évoqué Dominique tout à l'heure. Donc après, j'ai passé 3 ans à peut-être tourner. Voilà. J'ai passé 3 ans comme assistant à l'ENSAE et ensuite je me suis retrouvé au département de la démographie où j'ai remplacé Jean-Claude qui quittait le département. Je l'ai remplacé numériquement, mais pas du tout dans ses fonctions. Alors ce qui est important, c'est de savoir pourquoi Jean-Claude a quitté le département de la démographie. C'est parce qu'il s'est vu confier par M. Edmond Malinvaux, donc le directeur de l'époque, la responsabilité de la division méthode statistique, méthode de sondage. Donc il était un petit peu perdu au sein de cet organigramme, ouais, c'était quelque part par là. Et en effet, le directeur général, après avoir convaincu Jean-Claude, qui n'avait jamais fait de sondage de sa vie, il avait réussi à le convaincre qu'il y avait de ce côté-là pas mal de questions théoriques et pratiques à creuser et de première nécessité pour l'INSEE. Et le rôle de cette division, qui consistait juste à tirer de façon un peu répétitive les échantillons des enquêtes ménages de l'INSEE. Donc c'était une toute petite division. Alors conscient de la faiblesse de l'INSEE en matière de méthodologie statistique, M. Malinvaux a aussi, dans une de ses dernières décisions, avant son départ à la retraite, il a renforcé cette petite équipe, mais là, je n'en dirai pas plus. Alors, mon histoire avec Jean-Claude a repris en 89. Je l'ai rejoint dans sa division. Au début, c'était pour m'occuper d'analyse des données et de logiciels statistiques. Mais j'étais un petit peu réticent à investir dans le domaine des sondages, parce que le cours à l'école ne m'avait pas tellement plu. Mais Jean-Claude a réussi à m'appâter avec l'histoire du calage, donc qui va être un peu le thème principal de mon exposé. Donc là, dans ce texte de 88, on a les prémices du calage, et en particulier le lien avec l'estimateur, ce qu'on appelle l'estimateur par régression généralisée de Karl-Erik Sandal. Alors Karl-Erik Sandal, c'est un Suédois qui travaille à la fois pour l'INS suédois, pour l'Université de Montréal, et accessoirement aussi parfois pour Statistique Canada, et en plus, il parle français, il parle très bien français, il pratique pour communiquer. Donc ça, c'est juste pour vous montrer une des notes typiques que rédigeait Jean-Claude en direct, je dirais, quand on était dans son bureau.
Et là, il me démontrait l'équivalence entre le calage et l'estimation par régression dans le cadre d'une seule variable. Donc ça, c'est pour vous montrer que quand on allait dans son bureau, on repartait rarement les mains vides. On repartait souvent avec un papier, avec des... Je dirais pas des hiéroglyphes, parce que c'était écrit en latin, enfin avec des caractères connus, mais il fallait quand même les traduire. Hein. C'était pas souvent facile. Alors, est-ce que je fais la théorie du calage sur marge? Tout le monde connaît la théorie du calage sur marge. J'en dis un tout petit mot. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit à partir de l'estimateur d'un total d'une variable d'intérêt, somme des YK qu'on estime en utilisant les poids de sondage, les poids d'k. L'idée du calage, c'est de remplacer les poids de sondage d'k par des poids WK qui permettent à l'échantillon d'assurer un calage sur les totaux sur la population, des totaux qui peuvent être des totaux de variables quantitatives ou des effectifs de variables qualitatives. Donc voilà le principe du calage. Et la résolution se fait en minimisant une fonction de cette forme-là. On a une fonction G qui mesure les écarts entre les poids finaux WK et les poids initiaux DK. On cherche à minimiser une somme de ces poids, donc avoir des poids finaux les plus proches possibles des poids initiaux, tout en vérifiant les équations de calage. Donc voilà, j'en dis pas plus. Hein. Sinon, ça va me faire prendre trop de temps. Et donc la résolution se fait par la détermination des poids WK se fait par la résolution d'un système non linéaire d'équations de calage. Bon, ce qui est important de savoir, juste un point, c'est qu'il y a plusieurs façons de mesurer les écarts entre les poids finaux et les poids initiaux, différentes fonctions G. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, je vous passe sur les fonctions G usuelles. Donc, là, ce que vous avez ici, c'est l'article soumis, la première version du papier de Karl et Jean-Claude, qui était soumis à JASA, donc en 89. Et ce papier a d'ailleurs été publié dans les actes des journées de méthodologie statistique de 91. Donc, à la suite de cette soumission, les rapporteurs ont jugé l'article trop long et ils l'ont divisé en deux. Donc, il s'appelait... Donc, le premier... Calibration Estimation, et Estimator, c'est le premier papier. Et le deuxième, ce sera Generalized Ranking Techniques. Voilà. Donc moi, j'ai eu le privilège de participer dans une petite salle de l'ENSAE à une discussion entre Karl et Jean-Claude à propos des réponses à apporter aux rapporteurs du premier papier. Alors, inutile de vous dire, je me sentais un petit peu petit face à ces deux monstres sacrés de la théorie des sondages. Mais c'était évidemment très, très intéressant, tout à fait passionnant de voir en direct vraiment se construire un article qui allait être un article phare de la méthodologie d'enquête. C'est un des articles qui est le plus repris dans toutes les bibliographies de tous les articles qui parle de méthodologie d'enquête. Bon, c'était aussi très sympathique de voir la complémentarité entre Karl et Jean-Claude, qui s'entendaient très bien et qui étaient en fait très très complémentaires dans leur façon de travailler, d'exposer les choses, etc. Alors, il était évident que si on voulait voir le calage diffusé, il fallait le programmer. Bon, donc ça, c'était une petite... c'est une fiche que Jean-Claude avait réalisé un petit travail en Fortran, où il avait programmé sur une petite machine en Fortran le calage. Bon, il fallait passer évidemment à une échelle un petit peu plus grande pour que le programme se diffuse. Et donc on a décidé d'écrire une macro qui s'appelle macro Calmar pour calage sur marge. Pourquoi Calmar? Parce que ça prenait la suite d'une famille de documentation à l'INSEE qui s'appelait des pieuvres. Voilà pourquoi. Entre autres, Calmar. Bon, là, je vais passer sur ces exemples.
Donc Calmar a été utilisé en 87 pour la première fois, puis en 89. Il a été présenté, il a fait l'objet d'un document de travail. Il a été présenté au JMS de 91 en même temps que l'article de Sarndal et de Ville que j'évoquais à l'instant. Alors ce qui est important là, c'est de signaler qu'il y a eu de nombreux échanges avec Statistique Canada. Il faut dire que Statistique Canada, pour Jean-Claude, c'était la référence absolue en termes de méthodologie d'enquête. Et depuis un séjour qu'il y avait fait dans les années 80, il fallait absolument que tout bon méthodologue devait passer par Statistique Canada. Je ne vais pas utiliser le mot... Enfin, un voyage d'apprentissage, je ne vais pas utiliser un mot à une connotation religieuse. Donc, tout le monde devait faire son apprentissage, passer quelques jours à Statistique Canada. J'y suis passé et effectivement, j'y ai retiré beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec quelques-uns des statisticiens de Statistique Canada à propos de Calmar. Donc ça, c'est le facsimilé du premier article de Jaza qui était sorti pendant ce temps-là. Et le deuxième, il y a une petite différence, il y a mon nom qui a été ajouté. Alors ça, c'est la gentillesse de Jean-Claude et Karl qui ont décidé de m'associer à cet article, dans lequel on a ajouté 2 paragraphes qui montraient les applications du calage avec la macro Calmar. Donc ça, je m'en suis évidemment très reconnaissant de figurer dans un article qui est lui aussi est souvent repris dans la littérature. Bon, cet article il a suscité peu de remarques puisqu'il a été publié dès 1993. Alors là, je voudrais mentionner un colloque important pour la diffusion des méthodes de calage et pour la reconnaissance de Jean-Claude. C'est un colloque qui s'est tenu à Örebro, en Suède. Il y avait du beau monde. Hein. Donc c'était un workshop sur l'utilisation de l'information auxiliaire. En octobre 92, j'y ai participé avec Jean-Claude. Il y avait du très très beau monde dans la méthodologie d'enquête. Il y avait Rao, il y avait Chambers, il y avait Sarndal, Swenson, Redman, c'est-à-dire les auteurs de la Bible, hein, la Bible de la méthode statistique, la méthode d'enquête, pardon. Il y avait les membres des INES nordiques, etc. Il y avait Yves Tillet, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, c'est à cette occasion, Jean-Claude a présenté ce qu'il considère comme l'un de ses meilleurs articles. Et effectivement, sa communication a été très appréciée par les collègues étrangers et sa popularité, qui était déjà grande, puisque l'article de Jaza était déjà sorti, sa popularité s'est encore accrue à ce moment. Donc là, il a vraiment été reconnu par ses pairs comme un très très grand de la méthodologie d'enquête. Et je me souviens de l'avoir vu particulièrement fier et heureux d'être pendant tout ce colloque. Bon, ça c'est ma petite présentation que j'ai faite à la fin sur la macro Calmar. Bon, considérant la diffusion de cette macro, elle s'est faite d'abord à l'intérieur de l'INSEE, puis elle s'est faite en France dans les SSM, d'autres organismes publics, des organismes privés, et puis beaucoup d'INS étrangers. Vous voyez, donc c'est une macro qui s'est répandue dans beaucoup de pays du monde entier et qui a été adoptée vraiment facilement, malgré le fait qu'on n'avait pas fait une documentation complète en anglais. Donc elle était autosuffisante, en fait. Alors, ensuite, il y a le calage généralisé. Là, j'en parlerai moins. Donc, c'est une extension du calage qui est appropriée, en particulier au cas où on veut traiter de la réponse non ignorable. Mais cette méthode a été moins utilisée. Elle était difficile à programmer. Elle était difficile à utiliser. Il fallait être assez expérimenté pour le faire. Et elle n'a pas été très, très, très utilisée, malheureusement, à mon grand regret.
Alors, pendant ce temps-là, il s'est passé d'autres choses. En 1994, l'unité de méthodologie statistique a été créée donc à l'initiative de Jean-Claude. Donc, c'était la division qui grossissait petit à petit, avec 6 personnes, vous vous rendez compte, plus des méthodologues de passage, des thésards, des gens de Statistique Canada. Là, vous avez fait un petit dessin, et je ne vais pas être tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique tout à l'heure. C'est un dessin de Pétillon. Pouvez-vous nous expliquer simplement pourquoi c'est compliqué? Et ça, c'était pour illustrer ce qui se passait lorsque Jean-Claude recevait des statisticiens de l'INSEE qui venaient lui demander l'assistance de l'UMS. Alors le scénario de ces réunions, il était assez invariablement le même. D'abord, une attitude très dubitative, alors là, c'est peut-être là le mauvais caractère de Jean-Claude, disons, voire assez négatif, du genre « votre problème, c'est insoluble, il est mal formulé, on ne comprend rien, etc. » Mais après, et c'est là où je corrigerai un petit peu ce qu'a dit Dominique, je trouve que son naturel bienveillant revenait, et à savoir, à force de dialogue et de reformulation de la demande, une volonté de coopérer apparaissait, et cela se terminait en général plutôt bien, c'est-à-dire que ça se terminait par un engagement à se revoir à une échéance fixée avec des propositions de solutions. Mais il y avait tout un cheminement pour arriver du début à la fin. Mais à force, donc là, les demandeurs, là c'est Jean-Claude de Fumez pas la pipe, hein, donc, mais c'est Jean-Claude qui est représenté là. Les demandeurs, à force, connaissaient un peu cette tactique-là et ils savaient qu'il fallait avoir un peu de patience avant d'avoir un soutien de Jean-Claude. Voilà. Alors, pour terminer rapidement, d'autres aventures partagées avec Jean-Claude, on a élaboré un logiciel de calcul de précision adapté aux enquêtes ménages de l'INSEE, qui s'appelle Poulpe, qui était assez compliqué puisqu'il prenait en compte toutes les formes les plus complexes des échantillons des enquêtes ménages de l'INSEE, et ces échantillons sont complexes. Et en particulier, ça permettait de traiter des plans de sondage avec des nombres de degrés quelconques. Bon, j'ai participé avec lui à des cours de formation continue sous l'égide d'Eurostat. Et on a participé aussi à la création de l'espace probabilité et statistique de l'îlot mathématique de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Voilà, où on voit des choses comme ça. La représentation de la planche de Galton par des billes qui tombent là, la représentation du mouvement brownien. Voilà. Bon, j'insiste pas, c'est juste pour dire que Jean-Claude était aussi beaucoup intéressé par l'aspect pédagogique des choses. Hein. Il aimait bien faire comprendre de façon simple des choses compliquées. Et là, typiquement, il était dans un de ses objectifs, là, avec cette assistance apportée à la Cité des sciences. Donc, pour terminer, je ne sais pas, je vais avoir à peu près fini le temps, oui. Je voudrais dire plusieurs choses sur la contribution de Jean-Claude. Oui, elle a été dite rapidement par Marc, je pense tout à l'heure, sa contribution à la création du recensement rotatif, du recensement de la population rotatif. Ce qui est une décision absolument incroyable, hein, qui a été prise à la fin des années 90 avec le chef du département de la démographie de l'époque, Michel Jacob, et c'est une décision qui continue de nous engager chaque année avec ce système bien particulier de recensement annuel et en même temps à travers des enquêtes annuelles de recensement. Et c'est Jean-Claude qui était à la base de cette idée. Donc il faut le souligner et le rappeler.
Ensuite, concernant le mauvais caractère de Jean-Claude, j'y reviens. Excuse-moi, Dominique, de te citer. Il s'exerçait, je trouve, surtout vis-à-vis de ses supérieurs, y compris le directeur général, auquel il ne se privait pas d'écrire des lettres manuscrites, dont j'avais parfois copie, dans lesquelles il ne mâchait pas ses mots sur les décisions prises par la direction de l'INSEE, les mauvaises voies dans lesquelles nous nous engagions si on n'augmentait pas la force de la méthodologie, et en particulier le nombre de méthodologues. Donc il avait vraiment un mauvais caractère. Vis-à-vis de ses pairs, ça se passait à peu près bien. Et quant aux personnes qui travaillaient avec lui, donc les gens de son équipe, là, il n'a jamais été agressif avec eux. Hein. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu à fond et toujours valorisé complètement le travail des gens de son équipe. Il y a quelques personnes qui ont son équipe qui travaillent ici peuvent le confirmer. Donc voilà, c'était juste pour nuancer peut-être cette histoire de mauvais caractère. Mais quand il piquait une crise, il pouvait être violent. Hein. Ça s'entendait dans le couloir. Vraiment, il était au fond du couloir. Ça gênait pas, ça n'empêchait pas trop les gens de travailler, mais quelquefois il y a eu des moments un petit peu épiques quand même. Voilà. Alors bon, en guise de conclusion, elle ne sera pas tellement différente de celle de Dominique. Donc Jean-Claude a été pour moi un guide dans toute ma carrière. Même lorsque nous avons cessé de travailler ensemble, d'être dans la même unité. En fait, c'est un guide qui m'a appris d'abord à regarder les données, à les regarder à fond, à essayer de les comprendre avant de chercher éventuellement à les modéliser s'il y avait modélisation possible. Donc, ça c'est le premier point. Un deuxième point, et là aussi je dirais la même chose que Dominique, c'est un ami fidèle. Toujours été un ami fidèle, et ce n'est pas le moins important de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier, je laisse maintenant la parole à Pascal. Ah oui, diaporama. Ok. Voilà. Oui, bonjour. Donc, avant de dire quelques mots un peu personnels sur Jean-Claude, je vais commencer par la technique. Je voulais vous parler un peu d'enquête par quota, parce que ce sont des travaux que Jean-Claude a effectués, alors pas de manière confidentielle, mais ils sont beaucoup moins connus, je pense, que le calage ou l'équilibrage. Or, ce sont des techniques qui sont très, très employées dans la sphère privée, donc il m'a semblé que c'était utile soit de le rappeler à ceux qui connaissent un peu, soit de le faire découvrir à celles et ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Dominique a dit que Jean-Claude était très méfiant envers les modèles, c'est vrai, je le confirme. Cela dit, pour ce qui concerne les enquêtes par quota, enfin l'échantillonnage empirique, on est bien obligé d'y passer. Alors, il nous explique dans un papier qui a été écrit dans Technique d'enquête, donc je donne les références à la fin, qu'il faut absolument croire à un modèle. Un modèle, c'est un gros mot de statisticien qui signifie hypothèse simplificatrice de la réalité. Alors, les modèles, c'est soit la modélisation de la variable d'intérêt, soit la modélisation de l'échantillonnage. Donc, le papier est structuré ainsi. Et ce qu'il explique, Jean-Claude, de manière assez claire, c'est que on peut rien faire lorsqu'on modélise la variable d'intérêt si on n'a pas une hypothèse qu'on appelle de plan non informatif. Ici, c'est-à-dire qu'on explique que le tirage de l'échantillon et la loi de la variable d'intérêt doivent être complètement indépendants. Il n'y a aucune relation entre l'échantillonnage et les valeurs des variables que l'on traite. Alors, dans le papier, il structure les choses entre
d'une part les quotas croisés, d'autre part les quotas marginaux. Alors les quotas croisés, donc ce sont les quotas fixés par cellule. Et donc là, je commence, excusez-moi, je suis parti un petit peu vite, je commence avec la modélisation sur la variable d'intérêt. Donc le modèle, c'est un modèle, je ne l'ai pas écrit dans la diapo pour ne pas surcharger, mais enfin le modèle, c'est un modèle linéaire multivarié classique avec plutôt des indépendances entre les résidus. Les variables régresseurs, ce sont les variables de quota. Dans ce cas-là, si vous fixez des quotas croisés, donc des quotas fixés par cellule, quand vous croisez les variables en ligne et les variables en colonne, le papier nous explique qu'on sait tout faire. On sait tout faire, c'est-à-dire on sait produire des estimateurs sans biais optimum, on sait calculer des variances et on sait estimer des variances. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Là où c'est plus compliqué, où le papier s'étend davantage, c'est sur les quotas marginaux. Alors les quotas marginaux, donc c'est le respect de quotas au niveau des marges, donc en ligne et en colonne, mais pas au niveau croisé. Donc, il y a deux cas qui sont distingués dans les travaux de Jean-Claude, le modèle additif et le modèle avec des effets croisés. Alors, le modèle additif, soit vous avez des quotas proportionnels, soit vous avez des quotas quelconques. Si vous avez des quotas proportionnels, on sait tout faire. C'est pareil, estimateur, optimum, sans biais, variance, calcul de variance, estimation de variance, etc. Tout ça ressemble quand même beaucoup au tirage stratifié et tout se passe bien. Si vous avez des quotas quelconques, et Jean-Claude nous explique que c'est effectivement c'est bien tentant parce que c'est ainsi qu'on peut tirer le meilleur parti de l'information présente dans le tableau, un petit peu à la Neyman, où on aurait plutôt tendance à gonfler les tailles d'échantillons là où il y a des dispersions fortes. Dans ce cas-là, on peut trouver des estimateurs sans biais optimum, mais on ne sait pas estimer la variance. Donc on bloque au niveau de la variance. Le modèle avec interaction, donc c'est sa troisième étape, là, ça se passe beaucoup plus mal parce que finalement, on n'arrive pas à trouver d'estimateur sans biais. Le seul estimateur raisonnable qu'il propose, c'est l'estimateur de la moyenne simple, pour estimer une moyenne dans une population. Et cet estimateur est malheureusement biaisé. Et la variance, on n'y pense même pas une seconde, c'est absolument ingérable. Et donc, la conclusion que j'en tire de ces travaux, c'est que si on veut, lorsqu'on modélise la variable d'intérêt, pouvoir justifier l'utilisation d'une méthode par quota, il faut un modèle additif avec des quotas proportionnels. Voilà. Quand on sort de ce contexte, et en plus, je rappelle, un système d'échantillonnage non informatif. Si on sort de ce contexte, on est vite bloqué. Ah, il me manque une diapo. Il y a une diapo qui a sauté. Bon, alors je suis embêté pour vous montrer la deuxième partie, puisque la diapo n'est plus là. C'était la modélisation de l'échantillonnage. Alors la modélisation de l'échantillonnage, en fait, il utilise un modèle multinomial contraint. Donc, on imagine un tirage multinomial avec une contrainte. La contrainte est liée au quota. C'est les quotas qui forment la contrainte. Le problème de l'estimation dans ce contexte-là, c'est pas celui de l'estimation de la moyenne par case, puisque les moyennes par case du tableau de contingence sont tout simplement estimées, on va dire sans biais, par des moyennes simples. Mais le problème, c'est l'estimation des tailles de population. Combien y a-t-il d'individus dans le croisement de la ligne I de la colonne J? Alors comment il fait ça? Il fait ça de manière très astucieuse par une estimation de type maximum de vraisemblance. Donc il arrive à dérouler un maximum de vraisemblance et à estimer la taille des cases. Ensuite, il produit... Alors, il se met dans un cadre général, je suis désolé puisque j'ai plus la formalisation, où il modélise, il réécrit la moyenne dans la case IJ comme un effet ligne plus un effet colonne plus un effet croisé. Alors c'est pas un modèle, c'est juste une réécriture de la moyenne case par case. Et il arrive à produire une formule de variance que je vous aurais volontiers montrée, mais voilà, elle existe. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous engage à aller dans le papier qui est ici, une théorie des enquêtes Marcota, publié en 1991
dans technique d'enquête. Il y a d'ailleurs des documents de travail de l'INSEE qui présentent également cette théorie un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, voilà sont les éléments théoriques. Alors, sur les... Quelques mots sur l'homme, donc j'ai plus de diapo. Hein. Donc Jean-Claude a été mon premier chef. Hein. Je l'ai connu à mon entrée à l'INSEE, à la sortie de l'école, en 1987. Et l'unité qui dirigeait à l'époque, c'était la division méthode et sondage, hein, qui a été rappelée par Olivier. Alors j'ai passé beaucoup de temps avec lui, hein, pendant 5 ans, qui était la durée de mon poste. Et puis ensuite, j'ai gardé des relations très amicales, maintenues au beau fixe depuis environ une trentaine d'années. Voilà. Je dirais, à mon sens, Jean-Claude, c'était un artiste. Comme ça que je le qualifierais. De l'artiste, il avait évidemment le talent, le palmarès, et évidemment une aura exceptionnelle. Alors ça a été dit par tous mes prédécesseurs. Je ne vais pas m'étendre sur ce point-là parce que je pense que vous êtes parfaitement convaincus. Marc a dit qu'il avait eu un prix de mathématiques au concours général. Je tenais à le rappeler. Alors ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'était le 2e prix. Alors le premier prix, c'est pour le bon Dieu, hein, donc faut pas rêver, mais 2e prix de mathématiques au concours général, moi je trouve ça très impressionnant. C'était quand même une magnifique performance qu'il fallait citer. Pour l'anecdote également, je vous dirais, mon professeur de mathématiques spéciales, qui était professeur de classe préparatoire, qui ne fréquentait pas du tout les milieux de la statistique, hein, connaissait Jean-Claude de réputation. C'est quand même révélateur de sa notoriété. Et jusque dans les classes préparatoires aux grandes écoles, son nom était connu. Je dirais que sur le plan technique, il a maîtrisé tous les domaines auxquels il s'était intéressé, sauf peut-être un, alors j'espère que mes collègues ne me contrediront pas, je pense qu'il a loupé le tournant de l'informatique. À mon avis, il n'a pas dû écrire une dizaine de lignes de SAS dans sa carrière, mais ça n'a eu absolument aucune conséquence. De l'artiste, il avait aussi le côté anticonformiste et parfois même un peu rebelle. Alors ça a été dit, on a souligné son mauvais caractère, son originalité. Sur le mauvais caractère, j'aurai une petite anecdote, je reviendrai là-dessus. Bon, il n'a pas du tout cherché à mener la carrière type des administrateurs de l'INSEE, hein, celle qui enchaîne les postes d'encadrement et le plus tôt et le mieux. Sa position, sa philosophie lui a donné une image de personnage un peu hors norme, voire, je dirais, exotique. Mais il ne reconnaissait pas trop cette image. J'ai souvenir d'une petite anecdote. Un haut cadre, que je ne citerai pas, de l'INSEE, il y a assez longtemps, l'avait traité de professeur cosinus. Alors je cite intégralement, hein, c'est pas moi, c'est pas un effet de style, il l'avait traité vraiment de professeur cosinus. Et je me souviens que Jean-Claude avait très très mal pris cette remarque. C'est un qualificatif dans lequel il ne se reconnaissait absolument pas. Il se sentait bien à sa place, bien engagé au service de la science et de l'INSEE, évidemment. Bon, de fait, il n'a jamais été chef de département. Il a préféré jouer, évidemment, l'investissement dans l'innovation technique, l'investissement direct. Et s'il disait déplorer les règles de promotion de l'INSEE, il assumait très clairement, ouvertement, très clairement sa position. Bon, malgré tout, il ne faut pas trop le plaindre non plus, il a été nommé inspecteur général de l'INSEE, et je sais qu'il a beaucoup apprécié sa nomination. J'ai eu pas mal d'échanges avec lui à ce moment-là. Il était très heureux parce qu'il le percevait comme une reconnaissance légitime de ses travaux. Voilà. De l'artiste, il avait évidemment, ça a été dit aussi très largement par Dominique et Olivier, il avait le goût pour le conseil et cette fonction de référent scientifique qu'il affectionnait particulièrement. Ça arrangeait toutes les parties en présence parce que ce rôle de gourou
et je reprends d'ailleurs le terme de maître qu'a cité Dominique, ce rôle de maître des sondages, il l'assumait parfaitement bien. Et je suis sûr que secrètement, il aurait aimé qu'on l'appelle maître. On peut regretter qu'il n'ait pas écrit de livre. Je sais qu'il en avait l'intention, il m'en a souvent parlé. Il m'a dit il faut que j'écrive un livre. Bon, ça aurait été fantastique, c'est vrai que c'est un vrai, mais je crois qu'en même temps, il doutait de sa capacité à produire sur le long terme l'effort nécessaire à la rédaction d'un ouvrage. Alors, c'est lui-même qui le disait, hein, c'est pas faire insulte à sa mémoire, mais c'est un petit peu dommage, je pense qu'il n'a pas eu le... Il parlait de sa flemme, il me parlait toujours de sa flemme, et je pense que voilà, c'est peut-être ça qui l'a arrêté. Bon, il avait évidemment de l'artiste le côté capricieux, qui a été cité, bon, côté ses sauts d'humeur, ses esclandres. Je me souviens avoir vu une assiette de frites volée à la cantine il y a quelques années, parce que le cuisinier ne m'en donnait pas assez, donc il montait vite en température. Une petite anecdote aussi que je peux relater. Vous savez que il y a quelques années, j'ai écrit un livre, et puis à la deuxième édition, j'arrive un matin avec le livre sous le bras, et je le tends à Jean-Claude, il passait dans le couloir, un exemplaire d'auteur que je lui donne évidemment. Il arrive, il ne me dit pas bonjour, rien, il prend le livre, il me regarde à peine, il l'ouvre, il va à la table des matières, il cherche quelque chose de précis, ça dure quelques secondes. Il ouvre le livre à un endroit donné, je vois ses yeux qui changent de couleur, bleu clair ou bleu foncé. Il se renfrogne comme ça, il baisse la tête, avec une voix un peu rauque qu'il prenait pour la circonstance. Il me dit « Je suis très mécontent ». Je dis « Là, c'est mal parti pour la journée. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude ?» Et il me dit « Tu n'as pas parlé du calage généralisé ». Et c'est cette méthode qui permet de repondérer en tenant compte de la non-réponse. Je lui dis, si, c'est juste que tu n'as pas regardé au bon endroit. Et en fait, j'avais changé le terme, je ne l'ai pas appelé dans l'ouvrage calage généralisé, mais calage hyper généralisé, je ne l'avais pas mis là où il croyait le trouver. Et là, évidemment, tout de suite, j'ai vu le visage s'éclairer, il s'est excusé, bon, il m'a dit, ah oui, bon, bah, écoute, voilà, bon, c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, je suis content, etc. Voilà, donc, il avait ses sauts d'humeur, mais c'était jamais méchant, puis ça durait pas. Voilà, à part ça, bon, c'était un homme très, très simple, hein, très nature, très extrêmement facile d'accès, vous pouvez parler très facilement avec lui, il était simple, c'était un bon vivant, on l'a dit, c'est un amateur de jazz, de basket, effectivement, de musique en général, et puis d'échecs, oui. Il jouait beaucoup aux échecs, et il me parlait souvent de sa participation à un club d'échecs en Bretagne, je ne me rappelle plus exactement où, mais ça l'occupait beaucoup les dernières années. Je vais vous faire une dernière petite confidence, hein, je termine là. Un petit peu osé, mais je sais qu'il me pardonnerait, je suis sûr qu'il me pardonnerait s'il m'entendait. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il avait un côté un petit peu coquin. En fait, c'était un amateur, pour concrétiser ça, c'était un amateur de l'album de la Comtesse dans Le Canard enchaîné. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous engage à regarder, j'achète toutes les semaines, alors je ne vais pas m'en cacher. C'est un encadré qui propose des contrepétries grivoises particulièrement croustillantes. Jean-Claude était très amateur de cette lecture. Voilà. Les Grecs de l'Antiquité, en particulier les pythagoriciens, pensaient que les âmes des morts se transforment en étoiles. Si cette théorie est vraie, je crois que l'étoile de Jean-Claude est reconnaissable parce qu'elle apparaît un peu plus brillante que les autres. Merci de m'avoir écouté. Merci Pascal, je laisse la parole à Yves qui vient de Neuchâtel et je le remercie. Nous le remercions d'avoir fait ce déplacement en l'honneur de Jean-Claude.
Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Marc-Christine de m'avoir invité à dire un petit mot pour Jean-Claude Deville. Alors c'est vrai que j'ai eu le privilège de travailler avec Jean-Claude pendant 6 ans quand j'étais maître de conférence à l'ENSAI. Alors vous allez dire que je montre toujours les mêmes photos parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc, à gauche, c'est moi, si vous me reconnaissez. Dans mon bureau à l'ENSAI, à droite, Jean-Claude, et au milieu, Yves Berger, qui a fait sa thèse de doctorat avec moi à l'Université de Bruxelles et qui travaille maintenant à l'Université de Southampton en Angleterre. Alors, je me suis demandé comment lui rendre hommage, comment faire une présentation. J'ai commencé à écrire un texte, et puis j'ai changé d'avis. J'ai pris un texte à lui que je vais commenter. Et donc, c'est une conférence qu'il a faite à l'ENSAI, je pense. Et en rouge, il y a son texte, et en bleu, il y a mes commentaires. Donc, c'est la partie de sa conférence qui était dédiée à l'échantillonnage équilibré. Et donc, il a commencé à parler comment conserver l'équilibre dans un sondage, la quête du Graal et la suite. Donc, le Graal, c'est l'échantillonnage équilibré, donc une très vieille idée, en fait, une idée qui avait déjà été développée au début du XXe siècle par Corrado Gini. Et puis, bien avant que je le connaisse, il avait fait une application d'un échantillonnage équilibré. Donc, dans une enquête de l'INSEE, l'idée c'est de remplacer un tirage systématique de logement par un tirage de district sans y perdre. Et le moyen, c'était d'échantillonner l'échantillon sur des variables connues qui étaient issues du recensement. Et dans sa conférence, il prétend que ça a fait gagner 150 000 heures de travail, et puis qu'il a même reçu une prime spéciale du fait d'avoir fait gagner ce travail. Puis il y a une publication sur de l'échantillonnage équilibré de Jean-Claude Deville, Nicole Rode et Jean-Marie Grosbras, avec une méthode assez ingénieuse en fait, qui consiste à découper l'espace en morceaux et puis tirer une fois dans une partie, une fois dans une autre partie pour obtenir un échantillonnage équilibré. Alors je sais qu'il a rencontré Karl-Erik Sarndal en Suisse à une école doctorale. Alors je ne sais pas s'il y a Internet sur le poste, mais en fait ce que je veux vous dire c'est que l'école doctorale existe toujours. Et si vous avez regardé sur le site de la conférence universitaire de Suisse occidentale, il y a l'historique de l'école. Et si vous remontez effectivement en 1987 ici, vous voyez qu'il y a un cours qui a été donné ici au milieu avec John Rao, Jean-Claude Deville, Nicole Roth, Karl-Erik Sarndal et Joag Dev. Et c'est là qu'il a rencontré Karl-Erik Sarndal. Moi, je ne le connaissais pas encore. Alors, la première fois que je l'ai rencontré, je ne sais pas si c'est la première fois que j'ai rencontré, mais la première fois qu'on a vraiment parlé, c'était à Örebro, en Suède, où j'avais présenté une communication où il a présenté ce papier, en fait, Constraint Samples, Conditional Inference Weighting, 3 aspects de l'utilisation d'informations auxiliaires. Et comme l'a dit Olivier, c'était vraiment intéressant et tout le monde était subjugué par sa présentation. Et lui, il a écrit sans doute un de mes meilleurs papiers. Et je veux dire, oui, c'est vrai, c'était un très bon papier, en tout cas probablement un des meilleurs. Après, ce qu'il écrit dans sa communication, il dit « Puis d'autres rêveries, dont une inspirée par un papier d'Edayat, Bing-Jing Lin, Stufken, où ils construisent des plans équilibrés en mettant en œuvre des méthodes de plans expérimentaux. » Et puis il écrit « Entre-temps, je suis devenu pote avec Yves Tillet » dans sa communication. Ben oui, on est devenus potes et on a eu du plaisir à travailler ensemble. Et en fait, il a été mon chef et j'ai jamais eu l'impression
que c'était mon chef. On était juste potes. Je lui cause de mes rêveries et puis ça donne ça, donc un article dans Biometrica, Unequal Probability Sampling Without Replacement through a Splitting Method. On travaillait en fait sur l'échantillonnage à probabilité inégale et puis avec une méthode de scission, on avait réussi en fait un peu à revisiter tout le problème. Et ce qu'il écrit, c'est déjà le cube, mais on ne s'en rend pas tout de suite compte. Et c'est vrai, c'était déjà la méthode du cube. Et puis, ce qu'il écrit aussi, c'est un soir où il faisait très chaud, on délire au téléphone. En fait, on s'est beaucoup parlé au téléphone. Et on met de la géométrie dans le splitting. Je ne me souviens pas qu'il faisait très chaud, en fait. Wow. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un échantillon, c'était un vecteur de 0 et de 1, puis tous les échantillons pouvaient être présentés comme les sommets d'un hypercube dans un espace à grand N dimensions, et puis que quand on avait une contrainte de taille fixe, eh bien on pouvait la représenter comme un hyperplan qui passe dans le cube. Et puis tout de suite, on a compris que cette représentation ne pouvait pas simplement servir à essayer de créer des nouvelles méthodes à probabilité inégale, mais qu'on pouvait mettre n'importe quelle contrainte sur le tirage de l'échantillon et donc faire de l'échantillonnage équilibré. Après, la question n'a plus été que de comment on fait, quel type d'algorithme, quelle procédure on fait. En fait, on ne s'intéressait pas vraiment à de l'échantillonnage équilibré. La question qu'on se posait, c'était comment tirer plusieurs échantillons dans une même population. Et d'ailleurs, on avait écrit un article sur le sujet, qui s'appelle « Sélection de plusieurs échantillons à probabilité inégale à partir de la même population ». Et puis, ça a donné la méthode du cube. Alors, Jean-Claude écrit un peu plus tard « Venait une amélioration décisive de l'algorithme avec Chauvet et Tillet », où on a fait un grand pas en avant en termes d'implémentation, puisque on a compris qu'on pouvait appliquer la méthode du cube seulement sur une petite partie de la population et que ça allait marcher beaucoup plus vite et que ça allait vraiment pouvoir être utilisable. Alors, ce qu'il écrit, c'est que le Graal était en vue, il n'y avait plus qu'à marcher, programmer, réfléchir, comparer, écrire, présenter, proposer, convaincre. Il dit « J'arrête de pas te pomper ». Ça, c'est du texte en rouge, c'est de Jean-Claude. Hein. Là, c'est copié sur un texte merveilleux de Michel Audin, que je vous lirai peut-être tout à l'heure. Convaincre les praticiens, c'était fastoche, c'est exactement le genre de truc dont il rêvait. En fait, c'est assez facile de convaincre un statisticien public pour lui dire « Ok, on va tirer un échantillon, et puis l'échantillon, il y aura les mêmes moyennes que dans la population pour toutes les variables qu'on connaît. » Mais alors, pour le publier dans une revue, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai, quand la méthode était publiée, elle était déjà largement utilisée. Je pense que c'était la même chose pour le calage. Alors, cette présentation de Jean-Claude en rouge est vraiment amusante. Pour les terroriciens et les référés, donc c'est un calembour bon, c'était une autre paire de baskets. Publier la méthode a été un peu difficile. Oui, ça a duré 4 ans. On s'est fait rejeter de Annals of Statistics et de JASA. Entre les premières présentations et les publis, ça a finalement été publié en 2004 dans Biometrica. Et puis, on a aussi publié un article sur l'estimation de variance en 2005 dans le Journal of Statistical Planning and Inference. 2 refus indignes et des discussions de marchands de tapis, c'est vrai, on a eu des commentaires assez absurdes. Ça a beaucoup énervé Jean-Claude, il s'est beaucoup fâché. Moi, je lui dirais, ça fait le charme du monde académique. Un des référés refus SNIC vers 2002 disait en Amerloc que puisqu'on ne savait même pas quand on pouvait équilibrer exactement, notre travail ne valait rien, j'aimerais bien le retrouver celui-là. C'est vrai, Jean-Claude détestait les Américains, mais pas seulement, il détestait aussi les économètres et les chefs. Moi aussi, j'aime pas beaucoup les chefs d'ailleurs. Ceci dit, je voudrais dire que c'était une détestation un peu théorique, car il aimait beaucoup Alain Trognon, qui cumulait 2 gros défauts, il était à la fois économètre et son chef. Et puis il admirait beaucoup Weinfeuler, qui est américain en fait, mais c'est vrai que Weinfeuler est un vrai gentleman.
Alors je voudrais, alors c'est comme ça qu'on a pu développer la méthode du cube. Donc il y a eu beaucoup d'énervement dans le système de publication. Mais j'ai fait d'autres choses avec Jean-Claude. J'ai déjà montré les photos. On a voyagé, il y avait les programmes d'Eurostat. Et on a fait, alors la photo est de mauvaise qualité, on reconnaît Jean-Claude, c'était en Russie, près de Nijni Novgorod, à un temps où on pensait que l'Union européenne allait établir des bonnes relations avec la Russie. Bon, maintenant, les choses n'en sont plus là. On a fait un cours de formation à Nijni Novgorod, au Gomskostat, l'Institut statistique de Russie. Et puis, nous a emmenés faire un tour, et on s'est arrêté le long de la route. Et la bouteille là qui est sur le capot de la voiture, c'est une bouteille de vodka qu'on a bu, d'ailleurs avec le chauffeur qui se trouve à droite. Alors une autre photo à Alma-Ata au Kazakhstan, où on a fait aussi un cours de formation pour le compte d'Eurostat, avec le chef de l'académie universitaire de Alma-Ata, qui nous a amené faire un tour en Mercedes et qui nous a montré avec émerveillement le bouton qu'il avait sur sa Mercedes pour faire passer les feux au vert quand on circule en voiture dans les rues de Alma-Ata. On était ébahis. Et enfin, l'interprète, qui parlait très bien à la fois le russe, le kazakh, le français et l'anglais, qui nous a non seulement traduit qui a interprété ce qu'on racontait en français ou en anglais, mais qui a souvent remplacé son interprétation par un commentaire avisé. Par exemple, quand le directeur de l'Académie a pris le portrait du président Nazarbayev et a commencé à parler avec un grand sourire du président Nazarbayev, j'étais assis avec Jean-Claude, l'interprète a dit « Ah, encore un qui aime Nazarbayev. C'est dommage parce que Nazarbayev est en train de voler tout ce qu'il y a dans notre pays. » Et donc on a eu droit, non pas une traduction, mais à une interprétation assez politisée de la situation. Donc ça fait partie des aventures que j'ai partagées avec Jean-Claude Deville. Après, on a répondu poliment au directeur de l'Académie, et puis elle a traduit en kazakh, mais je ne sais pas ce qu'elle a raconté. Alors je voudrais remercier Jean-Claude, vraiment. C'est vrai qu'il a été mon chef, mais ça a surtout été un pote, un ami. On s'est beaucoup amusé, on a fait beaucoup de choses intéressantes. J'ai beaucoup appris avec lui. C'était baroque, c'était sympa. C'était aussi plein de contradictions. Bon, moi aussi j'ai des contradictions. Comme je vous ai dit, j'aime pas non plus beaucoup les chefs. Je tiens vraiment à le remercier de tout cœur. Je pense que finalement, dans mon parcours professionnel, je lui dois beaucoup de choses. Alors, je voudrais juste rajouter que j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire un inventaire de ses publications. Donc j'ai fait une liste de ses publications depuis la première que j'ai trouvée jusqu'en 1962, où, comme on voit ici, il a commencé à travailler sur des problèmes de démographie, tout en faisant de l'analyse harmonique. En fait, il était un précurseur de ce qu'on appelle maintenant l'analyse fonctionnelle. Ensuite, tout d'un coup, il a shifté pour travailler dans le domaine des sondages. Et ça s'est passé très rapidement. Et puis, il a commencé à publier des choses dans le domaine de la théorie des sondages à partir de la fin des années 80, en fait. Et il a eu une production intense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se répète jamais. Et c'est toujours plein d'idées. C'est toujours intéressant de regarder ce qu'il a écrit. Ce n'est pas du tout un chercheur qui se répète. Alors évidemment, il y a les papiers sur le calage, et puis à partir du moment où j'ai travaillé avec lui en 1996 à l'ENSAI, on a fait un certain nombre de choses
sur la théorie des sondages. Et puis, finalement, j'ai aussi mis la main sur un certain nombre de publications. Vous voyez, il y a des pages et des pages. Hein. Un certain nombre de publications manuscrites, donc qui sont ici sans date, et qui sont aussi extrêmement intéressantes. Donc, si quelqu'un veut avoir une copie de la liste de publications, je l'envoie volontiers. Je l'ai d'ailleurs transférée à Marie-Christine. Je ne sais pas si elle est complète, si si vous voyez des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, vous voyez, par exemple, il y a cette publication qui est typique de Jean-Claude, 15e rôde. Cette fois, il y a vraiment quelque chose. Voilà, je vous remercie. Merci Yves. Le dernier témoin, c'est Guillaume Chauvet, qui n'a pas pu être là. Alors, j'espère qu'il peut nous rejoindre en visioconférence. Guillaume, si tu nous entends, c'est à toi. Oui, merci Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui, le son est moyen, me semble-t-il. Je vais essayer d'augmenter. Est-ce que c'est Oui, mieux? c'est mieux. Ok. Je vais partager mon écran. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. Bonjour à tous et merci beaucoup Marc pour l'organisation de la session et puis merci de m'avoir proposé de dire un mot sur Jean-Claude et sur le travail qu'a fait Jean-Claude. J'ai connu Jean-Claude peut-être un petit peu sur le tard par rapport à pas mal de personnes qui ont déjà parlé. J'ai fait ma thèse avec lui entre 2004 et 2007 sur les méthodes de Bootstrap. Ce n'est pas ce dont j'ai choisi de parler aujourd'hui parce que je pense que Bootstrap, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu à côté par rapport à tous les travaux de Jean-Claude. J'ai plutôt choisi de parler du partage des poids, qui pour moi est quelque chose de vraiment très important pour la pratique des enquêtes et auquel il a vraiment beaucoup contribué. Donc, le partage des poids, qu'est-ce que c'est? On s'intéresse à une certaine population que je vais noter UB, donc par exemple une population d'enfants. Le schéma que vous avez ici, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu si vous avez ouvert le livre de Pierre Lavallée qui s'appelle Indirect Sampling, ou échantillonnage indirect en anglais. Donc, on aimerait faire une estimation sur cette population d'enfants, mais malheureusement, on ne dispose pas d'une base de sondage. Et en revanche, nous disposons d'une base de sondage pour une certaine population UA, qui est représentée ici avec ces jolies têtes brunes, dont les unités sont liées à celles de UB. Donc, on imagine ici qu'on a une population de parents et donc des liens de parenté avec les enfants qui permettent finalement d'attraper les enfants en se servant des parents. Donc, la question qui se pose, c'est comment procéder pour échantillonner des unités de UB, des enfants, afin de procéder à l'estimation. Avant que Jean-Claude et Pierre Lavallée travaillent dessus, il y avait des solutions qui avaient été proposées pour ce genre de problème dans la littérature. Donc, c'est relativement ancien. Il y a des solutions qui avaient été proposées par Birnbaum et Sirken en 1965 pour estimer la prévalence d'une maladie rare, ou encore pour les enquêtes répétées dans le temps. C'est un travail de Ernst en 1989. Je dirais que l'apport de Jean-Claude, avec l'aide de Pierre Lavallée, ça a été vraiment de proposer une généralisation et un traitement unifié de ce genre de méthode. Donc, on peut trouver dans le papier fondateur de 2006 en technique d'enquête, qui s'appelait Sondage indirect, les fondements de la méthode généralisée du partage des poids. Donc, le principe, c'est qu'on va partir de la population dans laquelle on a une base de sondage, donc cette population d'adultes. On va commencer par tirer un échantillon qu'on va noter S grand A dans cette population, selon un plan de sondage choisi. Et ensuite, on va simplement suivre les liens. C'est-à-dire qu'on sait que si maman B a 2 enfants, 1 et 2 dans l'autre population, on va simplement suivre les liens en question et enquêter tous les enfants qui sont liés avec les parents qui ont été sélectionnés dans l'échantillon. Donc, en suivant tous les liens, on attrape un certain nombre de bébés et c'est l'échantillon qui est finalement enquêté dans la population UB. La méthode de partage des poids, ça repose sur un principe qui est à la fois simple et très important. C'est un principe de dualité qui s'applique de 2 façons possibles. La première façon, c'est de dire une variable sur la population des enfants, on peut la transporter sur la population des parents. Donc, c'est la variable YIA que vous avez ici.
Il faut imaginer, par exemple, que sur la population des enfants, on s'intéresse à une variable, mettons par exemple le poids des enfants. On va trouver un moyen de transporter cette variable sur la population des parents. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est simplement couper cette variable en petits morceaux, et autant de morceaux qu'on a de liens entre les enfants et la population des parents. Donc là, bébé 1, par exemple, qui a un lien avec papa A et maman B, on va simplement couper ces caractéristiques en deux, on va couper le bébé en deux, et on va mettre la moitié sur le papa et la moitié sur la maman. Et c'est comme ça qu'on crée cette variable synthétique qui permet de transporter cette variable dans la population humaine. Et le gros intérêt de la méthode de partage des poids, c'est que ce principe de dualité se renverse et qu'en fait, sur l'échantillon qu'on a sélectionné dans cette population, on a un jeu de poids et qu'on peut transporter ce jeu de poids à l'intérieur de la population UB. Et ce jeu de poids, c'est ce qui donne son nom à la méthode de partage des poids. À chaque bébé de l'échantillon SB, on va donner un poids qui va être simplement la somme des poids des parents qui lui sont liés. Donc, si je reviens en arrière, par exemple, le bébé 1, on va lui donner comme poids le poids de sa maman, puisque sa maman est liée à lui et a été tirée dans l'échantillon. Et pour éviter les problèmes de double compte, il faut bien penser à diviser par le nombre de liens entre les bébés et la population de départ. Donc c'est un principe qui est relativement simple, mais c'est un principe qui est absolument génial, comme beaucoup de choses d'ailleurs chez Jean-Claude. C'est une idée simple et géniale et qui permet de se tirer de situations où le calcul d'un estimateur direct serait impossible ou quasiment impossible. De fait, cette méthode a une très, très grande plasticité, et c'est une plasticité qui a permis de très nombreuses applications, certaines auxquelles probablement Jean-Claude et Pierre n'avaient pas pensé au départ. Une application qui est vraiment routinière, et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler ici, c'est sur les enquêtes répétées dans le temps. En particulier, quand on a une enquête qu'on appelle une enquête panélisée, où on tire un échantillon d'individus que l'on va suivre dans le temps pour ensuite attraper des ménages au temps suivant. Si on n'avait pas un outil comme le partage des poids, ce serait vraiment très compliqué d'arriver à faire des estimations. Donc, c'est la méthode qui permet d'avoir des estimations transversales pour les enquêtes répétées dans le temps. Donc, dans ce contexte-là, la population UB qu'on va chercher à atteindre, ce sont par exemple des ménages au temps T+1. Et la population qui permet de l'atteindre, ce sont les individus qu'on a sélectionnés au temps initial. Il y a eu beaucoup d'applications à cette méthode. Il y en a une en particulier où je pense que Jean-Claude s'est beaucoup amusé. C'est l'enquête Morgoat qui a été réalisée sur le tourisme en Bretagne avec l'ORTB, l'Observatoire régional sur le tourisme en Bretagne, où l'objectif, c'était de faire une enquête sur la population de touristes et où ils ont trouvé une façon indirecte d'arriver à attirer des touristes. Ils ont commencé par échantillonner des voitures. Alors, à l'époque, ils arrivaient à avoir le concours de la gendarmerie et ils arrêtaient des voitures au péage de la Gravelle, ce qui permettait d'enquêter les conducteurs en question. Donc, c'était bien, c'était assez pratique. Ça ne permettait pas du coup de toucher les touristes qui n'arrivaient pas en voiture. Du coup, les deux autres solutions qui avaient été utilisées pour toucher les touristes, c'était d'échantillonner des lieux touristiques et d'échantillonner des boulangeries. Et en échantillonnant à l'intérieur de ces trois types d'unités, ils arrivaient à toucher à peu près tous les touristes qui venaient en Bretagne. Pas tous, mais bon, en tout cas, une bonne partie. C'est une méthode qui a été aussi utilisée dans pas mal d'autres domaines, notamment en échantillonnage forestier. C'est une méthode qui a été redécouverte par Mandalas, qui appelle la méthode de la densité locale, donc dans un papier en 2007. Dans le contexte de l'échantillonnage forestier, la population qu'on veut toucher, c'est une population d'arbres. Et c'est là où la méthode est un petit peu différente de celle qu'on a, nous, dans les enquêtes, c'est-à-dire qu'on va toucher cette population d'arbres en se servant non pas d'une population UA qui est discrète, mais d'une population qui est continue, en fait un continuum de points. Donc, c'est une méthode dont Philippe parlera également dans la session en l'honneur de Jean-Claude sur la méthode de partage des poids dans ce contexte-là. Et c'est une méthode qui a également trouvé des applications dans l'échantillonnage de réseau. Donc, je vous conseille la lecture d'un livre récent de Li Chunzhang sur l'échantillonnage de réseau, où il parle d'une méthode qui s'appelle l'Ancestral Big Sampling, qui est vraiment directement appliquée à partir de la méthode de partage des poids. Et puis, c'est une méthode qui a également été redécouverte en biostatistique il n'y a pas très longtemps. Il y a un article de Léon et co-auteur en 2015 avec ce qu'ils appellent la méthode de Time Location Sampling, échantillonnage lieu-moment en français, où ils cherchent à joindre des individus en échantillonnant des lieux et des moments donnés. Et c'est vraiment exactement la méthode de partage des poids. Donc, comme souvent avec des idées proposées par Jean-Claude, c'est une idée qui, à la base, n'est pas forcément très, très mathématique. C'est vraiment transporter une population dans une autre pour pouvoir l'échantillonner. Mais le fait que cette méthode soit aussi simple, ça a permis de l'appliquer dans un grand nombre de contextes.
Je vais terminer par une petite note personnelle. Que retenir de Jean-Claude Deville, ou plutôt qu'est-ce que je retiens de Jean-Claude Deville? Je dirais que ce que je retiens de lui, et je pense que ça se ressent sur mon travail de recherche, c'est probablement une certaine idée de la statistique d'enquête. Et en particulier des travaux sur le calage, sur l'échantillonnage équilibré qui ont déjà été évoqués, sur l'estimation de variance, sur le partage des poids, qui ont profondément infusé et qui ont durablement modifié la pratique des enquêtes. En fait, il y a tout un tas de domaines auxquels on n'associe pas forcément Jean-Claude, en tout cas peut-être pour les plus jeunes générations, et sur lesquels il a si profondément contribué que dans la pratique des enquêtes, il y a du Jean-Claude un peu partout. Je retiens également de lui quelque chose d'important, c'est une recherche qui était très largement motivée par les applications et qui était très largement tournée vers les applications. Je dirais qu'en termes de statistiques, c'était vraiment un sportif complet. Il y avait à son actif des articles de recherche qui étaient vraiment mathématiquement brillants et très difficiles d'accès. Et je pense en particulier au papier de JSPI de 2005 qu'il avait écrit avec Yves sur l'estimation de variance sur la méthode du cube. Personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre, donc peut-être qu'un jour, pour ma retraite, je me concentrerai là-dessus pour essayer de le comprendre. Mais il avait également aussi des papiers très appliqués, dont j'ai parlé sur, par exemple, l'enquête Morgoat, où il s'était beaucoup amusé dessus. Je me souviens également d'un travail qu'on avait fait avec Maglone Chandéry, avec la SNCF, sur l'estimation du nombre de fraudeurs. Il avait vraiment une palette de compétences et d'intérêts qui était très, très élargie. Alors, je nuancerai également peut-être un petit peu ce que disait Pascal. C'est vrai que ce n'était pas un chasseur, clairement, et il n'a pas connu R, qui commençait à peine à se développer au moment où on travaillait ensemble. Par contre, c'était quand même un bon programmeur. Et il avait notamment un goût très prononcé pour MATLAB, et je sais qu'il s'était beaucoup amusé à faire du MATLAB, notamment pour ses problèmes d'échantillonnage équilibré exact. Ce que je retiens également de Jean-Claude, c'est des discussions qui m'ont beaucoup apporté. Peut-être moins directement sur le bootstrap que sur l'ensemble de ce que j'ai pu apprendre ensuite en statistique d'enquête, que ce soit sur l'estimation de variance, sur le partage des poids, sur l'échantillonnage à plusieurs degrés. Jean-Claude, il fallait s'accrocher pour discuter avec lui, mais ça, vous avez dû le comprendre avec tout ce que tout le monde a dit sur lui. Je me souviens que Jean-Claude, quand j'entrais dans son bureau avec une question, très souvent, je sortais de son bureau, je ne comprenais plus ma question. Par contre, la discussion avait été suffisamment instructive pour que j'aie matière à réfléchir avant la semaine suivante ou les 15 jours suivants pour les discussions qui allaient venir. Jean-Claude, ça a été dit, c'est également quelqu'un qui avait une grande méfiance pour les modèles. Il en a utilisé pour ses travaux sur l'orientation avec Carl Serndal, pour ses travaux également sur l'échantillonnage par quota. Il avait des blagues assez récurrentes sur les économètres et sur les ouvre-boîtes des économètres. Je pense qu'il avait surtout une méfiance pour une trop grande mathématisation de la statistique. En particulier, c'est quelqu'un dont le travail était tellement dirigé vers les applications qu'il se méfiait de tout ce qui était une connaissance, une croyance trop importante dans la modélisation. Et je pense que c'est révélateur qu'il n'ait jamais travaillé en estimation sur petits domaines où on peut assez facilement glisser vers une mathématisation trop importante. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter. Ça a été vraiment un grand privilège de travailler avec lui. J'ai appris énormément à son contact et Kenavo Jean-Claude. Merci à tous. Merci Guillaume. Je vais dire quelques mots en conclusion. D'abord, on a dit que Jean-Claude avait beaucoup écrit. Yves a fait effectivement une bibliographie importante qui sera ou qui est, je ne sais plus si elle a déjà été installée sur le site internet des JMS. Par ailleurs, Pascal et Guillaume ont écrit également des articles sur Jean-Claude, à l'inverse, enfin, c'est pas lui qui a écrit, c'est donc nos témoins qui ont écrit des articles sur lui dans la revue Statistique et Société et dans Survey Statistician. Je voulais dire aussi que le groupe enquête de la Société française de statistique, présidé par Aurélie, qui interviendra tout à l'heure, a proposé au conseil de la SFDS de donner le nom de Jean-Claude Deville au prix que le groupe attribuera chaque année alternativement à un article de recherche et à un autre issu d'un pays en voie de développement. Jury dont le président est Jean-Jacques Drosbeck, qui est aujourd'hui parmi nous. Pour terminer, moi aussi j'ai une petite anecdote, la parabole des chefs locaux, puisqu'on a dit que Jean-Claude n'aimait pas les chefs.
Et quand je me suis occupé de l'échantillon Octopus, on avait mis l'idée que les directeurs régionaux de l'INSEE pourraient donner leur avis sur l'échantillon tiré dans leur région. Et donc, Jean-Claude avait dit, ah bah oui, voilà, c'est les chefs locaux qui décident maintenant de comment on fera l'échantillonnage. Donc, il disait ça avec humour, mais évidemment, fondamentalement, il pensait, avec tout le respect qu'on doit à ces chefs locaux, que ça n'était pas la bonne méthode. Je voudrais dire enfin qu'on a réuni donc 5 témoins qui sont un échantillon tout petit de toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont apprécié Jean-Claude. Je propose à ceux qui le souhaiteraient, s'ils ont des témoignages à apporter, de nous les envoyer, des témoignages. Vous pouvez nous envoyer un mail ou un texte et nous les transmettrons à leur famille, que je salue à nouveau. Je remercie les 5 témoins et je vous remercie pour cette session en l'honneur de Jean-Claude Deville.